Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour Pierre. Bonjour Amandine, ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver également. Nous allons aujourd'hui parler dans notre podcast du bassin dans le jardin. Comment installer un bassin dans son jardin? Quelles sont les définitions à connaître? Alors, l'eau dans un jardin, c'est un élément indispensable à la vie. C'est vrai qu'elle est présente dans les plantes, à raison de 95%, dans les tissus des plantes justement. Et puis tous les jardiniers qui pratiquent le jardinage savent bien qu'il faut arroser. Donc l'eau est vraiment un compagnon indispensable du jardinier. Dans le jardin, l'eau est également mise en scène sous la forme de bassins. Et en tout temps, on a toujours créé des bassins de jardin qui ont accompagné les différents styles de jardin. Et puis enfin, l'eau dans un jardin participe à l'enrichissement de la biodiversité. Il y a une faune, une flore spécifique au milieu humide qui va s'installer sur le jardin et qui va donc enrichir cette biodiversité. Alors, un bassin petit ou grand? Alors, un petit bassin, c'est tout à fait possible sur une terrasse ou un balcon. On appelle ça alors un bain d'oiseau. On peut aussi utiliser une bassine en zinc, y mettre quelques poissons, quelques plantes aquatiques. Et puis, dans un grand jardin ou un parc, on va installer un bassin, une mare, un étang dont les dimensions seront beaucoup plus importantes. Alors effectivement, y a-t-il une surface minimum à respecter? Oui, si on veut maintenir un équilibre naturel, il faut compter entre 3 à 5 mètres carrés et puis surtout une profondeur de 60 à 80 cm. Alors pourquoi 60 cm? Eh bien parce que c'est une zone hors gel. C'est une zone qui va permettre à tous ces micro-organismes qui vivent dans le bassin, les poissons, mais aussi toutes sortes de petits organismes et aussi quelques plantes, de se réfugier hors gel au fond du bassin et de ne pas être atteints par le froid. Alors j'imagine qu'il y a quand même quelques critères à respecter. Où installer un bassin? Alors les premiers critères, ce sont des critères esthétiques. On va choisir le dessin du bassin en fonction du style de jardin. Un jardin naturel aura plutôt un bassin sinueux, un jardin géométrique aura plutôt un bassin rectangulaire ou carré qui s'inscrira dans cette forme très structurée. On va choisir également l'emplacement et l'intégration du bassin dans son jardin. Est-ce qu'il faut le mettre près de la maison, plus éloigné de la maison et ainsi lui donner un aspect beaucoup plus sauvage et naturel. Et puis enfin, pour réaliser un bassin, on va choisir des matériaux et des végétaux plus spécifiques, notamment les plantes aquatiques. Y a-t-il des aspects juridiques à respecter? Alors, on a tout à fait le droit d'installer un bassin dans son jardin, un bassin d'une proportion raisonnable. Évidemment, si on commence à modifier le profil en créant un étang très important, il faut là, effectivement, faire une demande d'autorisation de travaux. Et puis, il y a d'autres aspects techniques à prendre en compte, l'intégration dans l'environnement. Est-ce que le bassin va être visible par ses voisins, par les habitants et les usagers de la maison? Il y a aussi des notions de sous-sol. Quand on creuse un bassin, on peut se retrouver avec des souches, des fondations, un sol qui sera difficile à creuser, qui peut modifier peut-être l'emplacement, voire la forme du bassin. Alors justement, y a-t-il des critères de sécurité? Alors les critères de sécurité, c'est vis-à-vis des usagers du jardin et notamment les enfants et les animaux domestiques. Car effectivement, il y a des risques de noyade et dans ce cas-là, il faut, comme pour une piscine, prévoir une clôture ou le placer dans un endroit un peu en retrait du jardin pour pouvoir le clore et ainsi le sécuriser par rapport aux jeunes enfants. D'un point de vue biologique et écologique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'installation d'un bassin, c'est un petit peu comme dans la nature, les étangs, les lacs. Il faut laisser s'installer progressivement un écosystème qui va devenir autonome, durable et qui permettra d'avoir une eau parfaitement limpide. D'un point de vue technique, j'imagine qu'il y a aussi des questions d'étanchéité. Alors là, il y a plusieurs procédés, effectivement, que l'on peut utiliser. Tout d'abord, tout contenant peut servir de bassin. Une auge, un tonneau en bois, un bac en céramique. Et je pense là notamment aux petits espaces comme les balcons ou les terrasses. Il existe également des coques en résine préformée, il me semble. Alors ça, c'est tout à fait pratique. On va les trouver effectivement dans les jardineries. Elles ont des surfaces qui sont variables et on va pouvoir les installer très facilement dans son jardin. Les membranes en PVC? Alors ça, c'est également une solution très pratique, très souple et très facile à utiliser. Ce sont des géomembranes imperméables. On les référence sous le nom de EPDM, éthylène, propylène, diène, momère. C'est un petit peu technique, mais c'est finalement ce qui est très pratique pour le jardinier pour créer un bassin avec un profil parfaitement adapté à son jardin. Y a-t-il d'autres procédés d'étanchéité? Alors oui, on va trouver des bassins en maçonnerie. C'est vrai que dans certains jardins, les bassins sont réalisés avec des briques, un enduit. L'inconvénient, c'est lorsque le terrain bouge, on peut avoir des fissures et l'étanchéité peut être mise à mal avec ce type de construction.
Existe-t-il également un procédé naturel ? Alors oui, dans ce cas-là, on va utiliser l'argile naturelle. Et son nom technique, c'est la bentonite. On le trouve en sac sous forme de poudre. On va la mélanger à la terre de son jardin, au profil de son bassin, et ça va rendre le bassin parfaitement étanche. Alors, j'ai créé mon bassin. Quelles plantes puis-je y mettre dedans ? Alors là, il y a différentes catégories de plantes aquatiques. Il y a les plantes à feuillage émergé. Les feuilles se développent hors de l'eau, mais les racines se développent dans le bassin. On va trouver les sagittaires, la renoncule d'eau, les roseaux, les iris des marais, le populage des marais, le jonc des jardiniers, également les joncs fleuris, la menthe aquatique. Toutes ces plantes vont se développer hors de l'eau, fleurir, produire un feuillage hors de l'eau, alors que leurs racines se développent sous l'eau. Quelles plantes nageantes peut-on utiliser ? Alors les plantes nageantes, ce sont des plantes qui vont flotter sur l'eau. Les racines et les feuilles se déplacent au gré du courant ou du vent. On va retrouver la jacinthe d'eau, la lentille d'eau, la laitue d'eau ou salvinia et également la châtaigne d'eau. Certaines d'entre elles sont plutôt des plantes exotiques. Attention, il va falloir les hiverner sous abri pendant la période froide. Et les plantes à feuillage immergé ? Alors elles sont très intéressantes, ce sont des plantes qui ont un feuillage et des racines qui se développent entièrement sous l'eau. Les cératophiles, les lodées du Canada, les myriophiles, l'aloès d'eau sont des plantes qui vont pousser complètement sous l'eau et le grand atout de ces plantes, c'est que ce sont des plantes oxygénantes qui vont contribuer à maintenir une eau limpide. Alors, nous n'avons pas parlé des plus connus, les plantes à feuillage flottant. Effectivement, ce sont les nénuphars et les lotus. Les racines de ces plantes se développent au fond du bassin. Elles ont des longues tiges qui vont porter des feuilles qui se développeront, elles, à la surface de l'eau, comme les fleurs. Alors effectivement, il y a la flore, mais il y a également la faune. Eh bien oui, tout naturellement, lorsque vous installez un bassin dans un jardin, vous allez voir apparaître des batraciens, des grenouilles, mais aussi quelques insectes qui vont se développer, qui vont s'épanouir, comme les libellules, les moustiques, et puis on pourra également y apporter quelques poissons. Alors en termes d'entretien, existe-t-il des procédés naturels pour préserver une eau claire ? Mais oui, parce que le but du jeu dans un bassin, c'est d'essayer de s'inspirer de ce qui se passe dans la nature. La nature, vous avez des étangs, des lacs qui ont une eau qui est souvent limpide. Il faut savoir que cette limpidité se produit de manière tout à fait naturelle en installant un écosystème qui répond à plusieurs éléments. Alors quels sont les éléments qui concourent à maintenir un écosystème équilibré ? Alors tout d'abord, il y a l'exposition du bassin. On va choisir une orientation ensoleillée, mais pas trop ensoleillée, pas de plein soleil, qui favorise le développement de microalgues. Une exposition mi-ombragée avec 3 ou 4 heures d'ombre par jour est parfaitement adaptée. Ensuite, il faut avoir une certaine tolérance, car en fonction des conditions climatiques, lorsqu'il y a des périodes caniculaires ou des périodes plus orageuses, il se peut que l'eau se trouble, mais très vite, l'équilibre va se réinstaller. Est-ce qu'il y a des plantes qui participent à maintenir une eau claire et limpide ? Alors oui, effectivement, ce sont des plantes aquatiques, filtrantes et épuratrices. Elles vont, grâce à leurs racines, s'alimenter de toutes les petites impuretés, les micro-organismes qui se développent dans l'eau, et elles vont donc ainsi participer à l'éclaircissement de l'eau et éviter qu'elle ne se trouble. Et en matière d'oxygénation, y a-t-il des procédés naturels ? Alors c'est vrai que l'oxygénation d'un bassin est un moyen de maintenir une eau parfaitement limpide. Et là, il y a 2 possibilités. La première, c'est de créer un mouvement, d'installer un jet d'eau, un ruisseau qui va animer l'eau et qui va oxygéner l'eau justement en la brassant. Et puis le deuxième point, ce sont ces fameuses plantes oxygénantes que je citais tout à l'heure, les cératophiles, les lodées du Canada, les myriophiles, qui sont des plantes qui vivent sous l'eau et qui, grâce à leurs feuilles, produisent de l'oxygène qui vont limiter le développement des algues et des micro-organismes. La faune participe-t-elle également à cet équilibre ? Oui, les poissons que l'on va mettre dans son bassin vont à la fois se nourrir de tous les petits micro-organismes qui sont en suspension dans l'eau, les micro-algues, et puis ils vont également se délecter des larves, les fameuses larves de moustiques, et contribuer à limiter la colonie de ces insectes un peu gênants pour le jardinier. Eh bien, je n'ai plus qu'à installer une petite bassine pour faire un point d'eau sur mon balcon. Je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils, Pierre. À très bientôt. Merci Amandine, à bientôt. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.